Bonjour Jean-Noël Barrot, vous êtes ministre délégué démissionnaire chargé de l'Europe et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Bon, vous allez pouvoir souffler. J'ai intérêt, puisque dans quelques jours, je participerai avec plusieurs dizaines de milliers d'autres coureurs amateurs au marathon des Jeux Olympiques, qui est ouvert pour la première fois dans l'histoire des Jeux à des non-athlètes. Et donc, il faut que je souffle pour y être prêt. Vous savez pourquoi je vous dis cela? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a annoncé une trêve politique durant ces Jeux Olympiques que vous évoquiez à l'instant. Écoutez, l'Assemblée nationale a été installée, non sans mal, mais c'est désormais chose faite. Il nous faut désormais commencer à agir au service des Français. C'est possible? C'est vrai que... Sans gouvernement? Il y a un gouvernement, mais démissionnaire. Je crois que l'été doit être mis à profit pour que nous puissions collectivement nous interroger sur le message que les Français ont voulu nous adresser lors des élections législatives et les réponses que nous voulons apporter. Est-ce que vous l'avez compris, ce message? Gérald Darmanin explique que vous avez perdu les élections législatives. Est-ce que vous partagez le même diagnostic ce matin sur Europe 1 et CNews? Bien sûr, mais quand je parle du message, je crois qu'il faut entendre le cri de détresse, le sentiment d'abandon, d'injustice et de dépossession qui s'est exprimé à l'occasion de ces élections, les attentes très fortes en matière de pouvoir d'achat, de sécurité, d'efficacité des services publics, de l'école, de la santé, de l'accès au logement. Et c'est à tout cela que nous devons apporter des réponses, sans quoi, évidemment, nous serions tenus responsables. Lorsque je me permets de revenir sur cette trêve politique annoncée par le président de la République, est-ce qu'il faut comprendre que le gouvernement actuel, démissionnaire, pourrait rester tel qu'il est jusqu'à la rentrée prochaine? C'est au président de la République de choisir le moment et le nom de la personne qu'il nommera pour former un gouvernement. Et il vous en a parlé, il a des idées. D'agir au service des Français, c'est à lui que cette décision appartient, et je souhaite pour ma part qu'elle intervienne le plus rapidement possible, parce que nous ne devons pas faire attendre les Français qui, comme donc je le avant disais, la rentrée, ont exprimé un certain nombre d'attentes très fortes. Avant la rentrée? C'est à lui d'en décider. Très bien. Est-ce que c'est la première fois qu'Emmanuel Macron prendra la parole sur le sol français, si je ne m'abuse, ce soir, depuis les élections législatives? Que doit-il dire ce soir? Que peut-il dire, d'ailleurs, au milieu de ce brouillard politique? Vous savez, c'est la première fois depuis un siècle que la France accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est un événement d'envergure mondiale. Il est donc bien naturel que le président de la République prenne la parole à la veille de la cérémonie d'ouverture. Il y aura une partie, effectivement, sur les Jeux Olympiques, il y aura une partie plus politique. J'imagine que les journalistes l'interrogeront sur les questions de politique intérieure. Il aura l'occasion... Et sur ces questions-là, que peut-il dire? Ce qu'il peut dire, je crois, c'est qu'il prendra sa décision, celle qui lui revient au terme de notre Constitution, qui consiste à nommer un Premier ministre chargé de former un gouvernement qui tienne compte, dans sa composition, des nuances représentées à l'Assemblée nationale. Et pour ma part, je considère qu'il n'y a qu'une seule majorité susceptible d'apporter à la France la stabilité. Il y a une majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Je crois qu'il n'existe qu'une seule majorité qui arithmétiquement est susceptible d'apporter la stabilité à notre pays. C'est celle qui va de la gauche modérée à la droite modérée en passant par le centre. Donc du Parti socialiste, des écologistes jusqu'au LR, de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau. On reviendra notamment sur le pacte législatif qu'ils ont présenté hier. Est-ce que vous avez eu des consignes pour cette période estivale? Vous êtes un ministre démissionnaire, mais est-ce que Matignon vous a demandé potentiellement d'être disponible en moins de 3 heures pour pouvoir rejoindre la capitale en cas de dossier que vous devriez prendre en charge assez rapidement? Je suis avant toute chose député des Yvelines, où j'ai été réélu le 7 juillet avec 73% des voix. Je suis désormais président de la Commission des Affaires étrangères. J'ai été ministre pendant 2 ans, mais Gabriel Attal ayant présenté la démission du gouvernement qui a été acceptée par le président, je ne suis chargé que de l'expédition des affaires courantes pour mon ministère, c'est-à-dire le strict minimum. François Ruffin, ce matin, parle de gouvernement fantôme. C'est une période transitoire qui doit prendre fin le plus tôt possible. Donc vous acquiescez finalement ce terme de gouvernement fantôme? C'est un gouvernement démissionnaire, c'est un gouvernement qui n'est chargé que du strict minimum, c'est-à-dire l'expédition des affaires courantes. Sur la délégation israélienne, cette dernière est arrivée hier à Paris. Gérald Darmanin a annoncé qu'il serait protégé, que cette délégation serait protégée par le GIGN 24 heures sur 24. Qu'est-ce que cela dit du climat dans notre pays? Je dénonce les propos abjects et dangereux de la France insoumise qui, une nouvelle fois, flirte avec l'antisémitisme. Et je réitère, les athlètes israéliens sont évidemment les bienvenus dans notre pays. Gérald Darmanin l'a dit, ils seront protégés par
nos forces de l'ordre, et ils ont vocation à participer en toute sérénité aux épreuves sportives. Emmanuel Macron, juste après le 7 octobre, avait peur d'une importation du conflit israélo-palestinien dans notre pays. Est-ce que finalement ce conflit, d'une certaine manière, lorsque l'on voit ce qui s'est passé assez récemment, lorsque l'on voit ce qui se passe justement avec cette délégation israélienne, ces propos tenus ce week-end par Thomas Porte, est-ce que ce conflit n'est pas d'ores et déjà sur notre sol parfois? Il est indéniable que certaines forces politiques ont instrumentalisé ce conflit pour en faire du carburant électoral. C'est une attitude que je dénonce, qui est contraire à ce qui est l'âme et l'identité de la France, son esprit universaliste qui considère les personnes pour ce qu'elles sont et non pas pour leur religion ou leurs origines. Et donc, pour ce qui me concerne et pour les forces du bloc central, et je l'espère, de la gauche modérée et de la droite modérée, nous battrons, nous lutterons sans relâche contre cette tentation permanente des extrêmes d'instrumentaliser et d'importer le conflit. Nous évoquions les insoumis à l'instant. Hier, à cette même place, Manuel Bompard estimait que c'était à Emmanuel Macron d'appeler les membres du nouveau Front populaire et ensuite ils lui proposeront un nom pour l'hôtel de Matignon. Que lui répondez-vous ce matin sur Europe 1 et CNews? Eh bien que pour une fois, il ne fait pas un contresens constitutionnel. C'est effectivement au président de la République de choisir la personnalité chargée de former le gouvernement. Charge ensuite à cette personne, au nouveau Premier ministre, eh bien de composer un gouvernement reproduisant les nuances présentes à l'Assemblée nationale de manière à pouvoir gouverner. Puisque pour gouverner, il faut pouvoir trouver une majorité à l'Assemblée. Et je le redis, la seule majorité susceptible d'apporter une forme de stabilité, de soutenir durablement l'action d'un gouvernement dans notre pays aujourd'hui, c'est celle qui va de la droite modérée à la gauche modérée en passant par le centre. Est-ce que vous étiez à l'Assemblée nationale dans la nuit de vendredi à samedi? Jusqu'à 4h30 du matin. Jusqu'à 4h30 du matin. Que dites-vous à vos collègues qui n'y étaient pas? Je regrette que nous ne soyons pas mobilisés pour être en mesure d'éviter que le bureau de l'Assemblée nationale ne soit, si l'on peut dire, dominé par des forces politiques dont il est majoritairement à gauche. Dont je crains qu'elles aient la tentation d'affaiblir l'autorité de la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui risquerait de dégrader encore la tenue. C'est une grave erreur justement de ne pas avoir siégé à l'Assemblée nationale jusqu'à 4h du matin pour éviter justement que ce bureau de l'Assemblée nationale ne tombe d'une certaine manière aux mains des représentants de la gauche. Il est bien évidemment normal qu'ils aient plusieurs sièges compte tenu du poids politique qu'ils ont à l'Assemblée nationale, mais ils sont surreprésentés, il faut le dire, au sein de ce bureau. Ils sont surreprésentés. C'est une erreur de votre part, de vos collègues? Ma crainte, c'est que l'affaiblissement possible de l'autorité de la présidence dégrade la qualité des débats, mais j'espère me tromper. N'avez-vous pas peur d'une bordélisation de l'Assemblée nationale? Je souhaite en tout cas que le respect et l'ordre reviennent dans cette enceinte. Vous y croyez? Sur les 69 sanctions décidées depuis 1958, 36 ont été ces 2 dernières années. Je veux y croire, et c'est ce pourquoi je me bats. Je souhaite que le Parlement, bien sûr, je souhaite que le Parlement soit un lieu où toutes les opinions qui traversent notre pays soient représentées, qui puissent se confronter, puissent parfois se battre, mais dans le respect de l'institution et dans le respect qui est dû à tous les parlementaires qui sont les représentants de la nation. On évoquait à l'instant ce pacte législatif proposé par Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, présenté d'ailleurs hier par ces 2 parlementaires. Vous souscrivez tout ou partie de ces mesures qu'ils ont présentées? Je souscris à l'approche qui consiste à faire montre d'ouverture, à mettre des propositions sur la table et à les mettre en débat. Est-ce que le centre, le bloc central et la droite républicaine peuvent travailler ensemble? La réponse est oui. Sur la revalorisation des retraites, sur la santé, sur l'école, très certainement. Est-ce que ce travail commun entre le centre et la droite est suffisant pour donner à la France la majorité dont nous avons besoin? La réponse est non. C'est une condition nécessaire, ce rapprochement, ou en tout cas ce dialogue, mais ça n'est pas suffisant, puisque seule une majorité qui va de la droite modérée à la gauche modérée est susceptible de permettre à la France d'agir et d'avancer. Il y a des électeurs qui nous écoutent sur Europe 1, qui vous regardent, qui nous regardent sur CNews et qui se disent peut-être: mais pourquoi pense-t-il faire cela maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, alors même que vous n'aviez plus la majorité absolue ces 2 dernières années à l'Assemblée nationale? Pourquoi ne pas avoir tenté justement d'élargir une coalition avec la droite pour tenter de faire
avancer plus rapidement le pays, faire avancer le pays sur ces différents sujets que vous évoquiez à l'instant? Écoutez, nous l'avons tenté, nous l'avons même réalisé sur un certain nombre de Réellement, de lois. Il y a eu des ouvertures? Bien sûr, et y compris sur un certain nombre de lois. C'était pas en 2022, signé en bas de la page? Qui sont passées avec l'appui de la droite ou avec l'appui de la gauche. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement nouveau. Les Français nous ont donné une Assemblée nationale où aucun bloc n'est capable de dominer les autres. Et il faut donc que les blocs puissent dialoguer entre eux pour converger vers... Mais c'était déjà le cas en 2022, excusez-moi. Ah non, en 2022, il y avait un bloc qui dominait les autres. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et c'est la raison pour laquelle la droite modérée, la gauche modérée, le centre doivent s'accorder sur un programme d'action minimal qui ne va pas satisfaire pleinement ni les uns ni les autres. Mais ce que les électeurs nous ont dit le 7 juillet, c'est non au Rassemblement national et c'est oui à des convergences, à des ententes, à de la composition pour faire en sorte que des réponses puissent être apportées aux Français. Une motion de censure n'était pas passée à 9 voix près tout de même. Sur l'instabilité actuelle de notre pays, est-ce que cela ne menace pas l'Europe aujourd'hui, la stabilité de l'Union européenne? Vous savez, la France a un poids en Europe qui... Notre voix porte qui ne toujours varie pas. Bien sûr. Vous savez, la semaine dernière, le Parlement européen s'est installé. La présidente de la Commission européenne a été élue et dans son discours d'investiture, elle a repris l'essentiel de ce que le président de la République avait développé il y a quelques semaines dans son deuxième discours de la Sorbonne, que sont les priorités françaises. L'idée que l'Europe soit plus forte, plus indépendante, plus souveraine, qu'elle sorte de sa naïveté, qu'elle considère, je dirais, de mettre en œuvre la préférence européenne en matière de défense. Tout cela, nous le retrouvons dans les propos de la nouvelle ou de la présidente réélue de la Commission européenne. Et cela, c'est la démonstration que la France continue de peser. Évidemment, pour que cela se poursuive, il nous faut rapidement un nouveau gouvernement, un gouvernement pro-européen, de manière à ce que ce qui a été initié depuis 7 ans puisse se poursuivre. On verra si votre appel ce matin sur Europe 1 et CNews est entendu par le président de la République. Vous avez également été ministre en charge du numérique jusqu'à janvier dernier. Vous avez donc dû participer à la préparation des Jeux Olympiques. Je parle bien évidemment de ces cyberattaques potentiellement qui pourraient cibler ces Jeux. On attend 8 à 10 fois plus de cyberattaques par rapport aux JO de Tokyo en 2021. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que vous pouvez nous assurer notamment que des structures sensibles, je pense bien évidemment à des hôpitaux qui ont été ciblés ces dernières années, ne seront pas, durant cet été, la cible de cyberattaques? Nous sommes prêts, parce que la cybersécurité d'un événement comme les Jeux Olympiques, ça n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et cela fait plusieurs années que nous nous préparons à sécuriser l'ensemble des sites de compétition. Comment ? Grâce notamment au travail de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est une agence que le monde entier nous envie, qui dispose de toute l'expertise nécessaire pour préparer, et c'est ce qu'elle a fait, pendant des mois, tous les sites de compétition ainsi que nos opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire les hôpitaux, les grands établissements dont dépend la continuité de la vie économique et sociale de la nation. Eh bien, tout cela, on fait l'objet d'exercices de stress tests de manière à... Des stress tests? C'est quoi tests précisément? Des tests en situation parce que face à une cyberattaque, l'important c'est la réponse humaine que l'on y apporte pour être prêt le moment venu si effectivement de telles attaques devaient se manifester. À ce stade, ce que nous dit l'ANSSI, c'est qu'aucune activité anormale n'a été constatée. Mais si des attaques devaient survenir, eh bien, tout le monde est prêt à y faire face. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot. Je rappelle que vous êtes ministre délégué démissionnaire, donc chargé de l'Europe et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1.